Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode avec Jean-François Aubrist, notre pionnier de l'entreprise libérée, ex-dirigeant de l'entreprise Favi. Dans ce 5e épisode, nous allons parler de ce que sont devenues ces entreprises libérées des années 80, mais aussi est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises libérées peuvent encore exister et est-ce qu'elles ont un devenir? Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises libérées aujourd'hui? Alors, le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai gardé le contact avec les entreprises qui avaient été libérées, comme Poult, ça a été 1600, et eux, ils étaient plus loin que chez nous, chez Poult. Poult, quand j'y suis allé, il y a un film qui est passé pendant longtemps, qui est toujours sur Google, qui fait Question de confiance Favi, où un journaliste devait faire 3 à passer 1 an dans l'entreprise. Et dans cette entreprise-là, quand je suis allé la visiter, tous les ouvriers avaient vu le film. Et ils étaient plus loin que nous, parce que chez nous, les ouvriers cooptent entre eux, qui est le chef, qu'on appelle le leader. Et le leader, généralement, il est leader pendant 3, 4, 5 ans, puis au bout de 5 ans, dans les tours d'usine, il est fatigué. Il me disait, monsieur Aubrist, il y a un jeune qui est mieux placé. Eux, les ouvriers disaient, pourquoi on ne serait pas leader à tour de rôle, tous les 15 jours? Tu vois que le seul pouvoir qu'il y a, parce que c'est comme le leader qui décide les augmentations de ses copains, et la sienne, donc il a un réel pouvoir, d'accord. Eux, le leader changeait tous les 15 jours. Et ils ont remarqué que les leaders, dans certaines mini-usines, il n'y a que 40% des gens qui voulaient bien être leaders, ou 60%, pas plus. Ben voilà, il y a 40% qui se sentaient prêts pour faire ça. Et le problème de Poult, c'est que le patron est parti en retraite, et puis est arrivé derrière un gars qui a fait des études. Voilà, donc il a un syndicat, tout ça. Mais moi, ça a été très vite. Après moi, j'avais formé, mais c'est une histoire qui est assez pénible, je ne vais pas la raconter. Mais grosso modo, disons que celui qui a pris la succession, j'avais formé... Alors, j'allais te poser la question, qu'est-ce que devient Favi aujourd'hui? Quand je suis parti, on faisait 100 millions de chiffre d'affaires, 4 ans après, je faisais 30 millions. On était 700, ils étaient 300. Mais j'ai pas de regret parce que ceux qui sont partis avec 3 ans de salaire, parce que bêtement, le successeur, là, s'est dit, il y a trop d'ouvriers à Favi. Forcément, c'est eux qui faisaient tout. Et on avait, je sais pas si tu vois, mais c'est une usine qui fait 700 personnes, qui fournit Tesla, qui fournit les hôpitaux, on avait un effet de l'opération qui tue les bactéries, qui fournit l'élémentaire, qui fournit 60% du marché automobile. Il y avait 8 administratifs et 2 informaticiens. C'est tout. Tout était géré dans les mini-usines. Et quand on voit effectivement, tu vois, toute l'énergie et les convictions que tu as portées et que tu vois aujourd'hui que ton entreprise, elle a évolué dans un autre sens, ça fait quoi? Le nouveau patron, peu importe qui c'est, a un peu lu ce que j'ai écrit, et là, il est en train de remonter la pente. Il passait en 1 an de 30 millions à 45 millions, ce qui est pas mal. Il perd toujours de l'argent, mais j'avais laissé un trésor de guerre qui était énorme, j'avais laissé 50 millions, je crois, de réserve. Donc il remonte tout doucement. Je crois que lui, il a compris. Mais celui d'avant, il n'avait pas compris. Et du coup, t'avais ressenti quoi alors avec celui d'avant? Ça fait mal? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Celui qui avait été nommé, je l'ai abreuvé de documentation, mais plus je lis la documentation, plus je faisais le contraire. Un petit peu comme Hollande qui a fait tout ce qu'avait fait Sarkozy. Et alors, si tu veux, le gars que j'avais formé pendant 10 ans pour être mon successeur, avant d'être licencié, il n'a pas licencié parce qu'il ne peut pas licencier, il a fait 50 salaires, a exigé que le plan social qu'il ferait derrière, il y aurait des volontaires et qu'on lui verserait 3 ans de salaire. Donc tous mes ouvriers qui sont partis avec un pécule de 3 ans, et qui a racheté un garage, qui est devenu chauffeur routier, qui. C'est-à-dire, j'ai pas de regret parce que tous mes ouvriers sont recasés bien, c'est les meilleurs qui sont partis, forcément. Et alors, j'ai aussi le plaisir de savoir que mes commerciaux qui faisaient tout, puisque ils connaissaient tout. J'en ai un qui a repris une petite boîte de 100 salariés, qui a fait du Favi, maintenant ils sont 400 salariés. Le CM Favi a essaimé dans la région. J'en ai un deuxième qui est en train de faire ça, là. Et mes anciens cadres, qui sont en train de refaire le système Favi,
dans la région et ailleurs, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas de regrets, mais c'est tout, c'est le passé. Hein. Il y a effectivement une petite phrase où des fois on dit les bons partent quand le management est mauvais et les mauvais partent quand le management est bon. T'en penses quoi? C'est trop compliqué pour moi. Non, mais le système est viril, hein. Ça c'est un truc, parce que parfois on me pose la question en me disant, est-ce que c'est pas un peu bisounours? Il faut savoir que comme c'est juste, c'est-à-dire que la maman qui arrive en retard en disant, ou qui va appeler en disant, mon bébé a pleuré toute la nuit, j'arrive en retard, personne ne va la sanctionner. Le mec qui arrive en retard parce qu'il a crevé, personne ne va le sanctionner. Mais le branleur, ou la branleuse, parce que ça arrive aussi chez les femmes, hein, qui est pas sérieux, comme l'effectif se rééquilibre au quotidien, c'est en fonction du boulot, les ouvriers naviguent d'une mini-usine à mini-usine. Hein. C'est pas organisé. Quand j'essaie de l'organiser, c'est le bordel. Tu vois. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche, d'accord? Le mauvais, plus personne n'en veut. Et moi, il m'est déjà arrivé dans mes tours d'usine, peut-être une petite dizaine de fois en 35 ans, de tomber sur un monsieur ou une dame qui me dit, monsieur Zobry, si je fais le tour de l'usine, personne ne me veut. Et ma réponse était toujours, prenez un balai, restez pas sans rien faire, il y a bien un coin à balayer. Et au bout de 2 jours, la personne ne vient plus. Et donc, on constate, du fait du salarié, la rupture du contrat de travail. Mais ça, vous voyez, l'ingénieur, alors pareil, il n'y a pas de chef chez nous. Parce que le chef du bureau d'études, il répartit le travail. Même au mauvais. Parce qu'il veut garder son effectif. Nous, c'est les ouvriers qui décident avec qui ils veulent travailler. Ils choisissent leur ingénieur ou leur technicien. Si le gars fait des machines qui marchent pas, plus personne ne lui demande rien. Et je sais qu'il y avait un jeune ingénieur comme ça des mines. Un jour, je passe dans le bureau de M. Zobry, j'ai plus rien à faire. J'ai forcément, t'as fait 2 machines. T'as pas écouté les anciens. Moi, j'ai suivi le truc. Quand les anciens disaient fait comme ça, t'as fait les mines, t'as fait ta tête. Et on était emmerdés avec les machines. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Va te vendre auprès des ouvriers. Je suis ingénieur, je vais pas me vendre auprès des ouvriers. Tu démissionnes. Il a démissionné. Alors que dans une boîte normale, le mec, il serait toujours là. L'inconvénient du chef de service, c'est que ça bouffe 30% du temps en conneries pour justifier sa place. En réunion, truc, machin. Hein? Deuxièmement, ça répartit le travail. Nous, non, c'est les ouvriers qui décident. Alors, ça aussi, mais c'est une question de bon sens. Dans mes tours d'usine, c'est ce que j'apprends aux patrons. Parce que les patrons, souvent, me disent, ouais, non, d'accord, dès demain, je fais mon tour d'usine. Je dis, non, si t'es jamais descendu dans l'usine, d'accord? Ils vont se poser des questions. Dès demain, tu supprimes les réunions et tu dis à tes cadres, j'irai vous voir sur le terrain. Et quand tu vas voir tes cadres sur le terrain, si tu croises un ouvrier, tu lui dis bonjour. D'accord? C'est tout. Et petit à petit, ils vont prendre confiance. Hein? Maintenant, retiens une chose. Ne parle jamais boulot avec les ouvriers. Jamais. D'accord? Parle-leur de leurs enfants, de leur hobby. Pousse les gens à parler de leur hobby. Parce que dans son hobby, il est plus fort que toi. Et il se sentira à l'aise. D'accord? Et s'il parle boulot, alors là, il n'y a pas 50 solutions. C'est oui, on le fait, c'est une bonne idée. Hein? Et là, tout de suite, tu lui dis avec qui vous voulez faire. Et tu choisis. C'est lui qui choisit. Et tu fais la réunion tout de suite. Tout de suite. C'est non, parce que, alors je sais pas, dites-moi ce qu'il faut faire. D'accord? Mais c'est pas on en reparle. C'est pas faites-moi un rapport. C'est pas on va faire une réunion. Ne botte jamais en touche. Les patrons, ça passe sans temps ça. Le patron, c'est Jean-Christian Fauvé. Je vais pas te faire un cours sur la sociodynamique, mais je pourrais. J'ai écrit plein de bouquins sur la sociodynamique. Il parle de l'inaction. L'inaction, c'est la négation de l'action. Hein? C'est-à-dire que c'est la structure, parce que la structure a peur de l'action. Parce que l'action, c'est le risque. Il y a un problème, on trouve une solution. On dit oui, mais c'est pas dans le plan stratégique à 10 ans. Le plan stratégique à 10 ans. La météo, avec 10 satellites, 550 stations au sol, qui suit nuit et jour, des trucs qu'on peut pas discuter, température, ne prévoit rien de fiable à plus de 3 jours. 10 ans. Le budget, on n'a pas de ligne budgétaire, le budget a 1 an. Qui a prévu Poutine? Qui a prévu la Covid? C'est des trucs qui ont été inventés par la structure pour justifier sa place, et pour ne pas agir. L'inaction. La négation de l'action. Hein, on reporte. Ah, ça marche là, mais il y a 10% des cas où non. Kawakita. Solution imparfaite. On retrouve ça chez cette notion de métaction de Jean-Christian Fauvé. Métaction. Problème, action imparfaite, qui génère une réflexion, qui génère une action imparfaite, et l'action imparfaite en action imparfaite, on a une action parfaite. Hein? Pour moi, la sociodynamique, sociale, c'est le bonheur. La dynamique, c'est le progrès. C'est le Kaizen. Kaizen, c'est la performance pour le bonheur. Hein? C'est le Kaizen en judéo-chrétien. C'est ce qu'a fait Jean-Christian Fauvé, par exemple, la sociodynamique. Et comment tu fais pour rassurer les salariés? Parce que, effectivement, je te rejoins, certains salariés ont envie
et besoin d'autonomie, de liberté, d'espace de créativité, mais tu peux aussi avoir un besoin presque à l'opposé de sécurité, de réassurance, de structure, de cadre pour les sécuriser. C'est le leader qui faisait ça dans sa mini-usine. Donc c'était 30-50 personnes, la mini-usine. Mais Mustin-Luther, qui avait 6000 salariés, c'était 250 personnes. C'est le leader qui fait ça, je crois. C'est sur le terrain, entre ouvriers, quoi. Attends, déconne pas, là. C'est pas grave, ton truc, là, etc. Tu vois, ça se passe sur le terrain, ça. Tu sais, les ouvriers ont peu d'ego, hein. Il y a que les cadres qui ont de l'ego, hein. Ça se passe très bien entre ouvriers. Tu sais, mais je sais pas si tu vois comme c'est aberrant. Il m'arrivait souvent de faire des assemblées générales de ANDCP, l'Association nationale des chefs de personnel, d'accord? ANDCP. Et il est tombé toujours dans le piège. Je dis, est-ce qu'il vous arrive de mettre un couple dans la même équipe? Il me regarde des yeux comme des soucoupes. En disant, ben oui, ça peut arriver. Vous n'avez pas réalisé que ça veut dire qu'on réveille les enfants à 5h30, ils se rendorment à 6h moins le quart chez la nourrice pour être à 6h sur la machine quand c'est pas 5h. Puis on les réveille à 8h pour qu'ils aillent à l'école, ou qu'ils restent tout seuls jusqu'à 11h du soir. Vous avez déjà réalisé ça? Ils ont jamais réalisé ça. Tu laisses un couple, ils se mettront jamais dans les mêmes équipes pour s'occuper des enfants. C'est évident, ce truc-là. Hein? Je veux dire que c'est que du bon sens, tout ça. Mais c'est la même histoire que Poult, quand je te disais qu'il y a que 40% des ouvriers qui voulaient être leaders, les autres n'étaient pas, mais c'est parce que les autres se sentaient pas capables de l'être, c'est tout. Il faut laisser les choses s'équilibrer toutes seules. Il ne faut pas décider pour tout le monde. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que l'entreprise libérée a encore plus d'avenir ou encore moins d'avenir qu'avant? Elle a plus d'avenir à condition qu'on laisse les gens, la génération suivante, si tu veux, hein, celle de mes petites filles, qui veulent savoir pourquoi on fait les choses, qu'on leur fout la paix sur le comment. Elle a un avenir si on va dans cette direction-là. Il faut que les gens acceptent de plus en plus au pourquoi des choses, comme on a fait nous. Hein, c'est l'ouvrier qui négocie avec le client, et c'est lui qui va accepter les cadences de 350 à l'heure. Il saura pourquoi faire 350 à l'heure. Pour rester dans le village. Puis il faut leur expliquer un pourquoi. Reste dans le village. On donne pas de pourquoi aux gens. Pourquoi nous, c'est reste dans le village? Je reviens toujours à ça, moi. Hein. Dans un monde aujourd'hui qui est mondialisé, c'est vrai que les gens se connaissent même plus. Et on connaît plus nos voisins, on connaît plus, et on déménage beaucoup, et maintenant on est carrément en virtuel, on se rencontre même plus. Il est mondial pour toi. Nous qui sommes intelligents. Mais il y a très très longtemps, il y a une exposition qui s'appelle le MIDES. Le MIDES, c'est l'exposition européenne de toute la sous-traitance. On faisait des bus entières d'ouvriers au MIDES. Et à l'époque, alors d'abord parce qu'un ouvrier, ça peut aller sur un stand, prendre une pièce pour regarder, puis il sait ce qu'il faut regarder un ouvrier sur une pièce. Un ingénieur, c'est peut-être pas. Puis il est pas gêné de prendre la pièce, puis il regarde en détail. Hein, d'accord. Et puis ils ont commencé à avoir un stand chinois, 2 stands jaunes, 3 stands jaunes, 20 stands jaunes, la moitié du MIDES en jaune. Prennent conscience de la compétition internationale. L'ouvrier de base en Picardie, c'est pas que les jeunes ils sont merdants, ils n'avaient pas vu cette croissance-là, tu vois. Donc faire sortir les gens, mais ça a été mon mot majeur à moi, c'est de faire sortir les ouvriers au maximum. Je sais que les ouvriers, parfois, les travailler 15 jours chez nos clients pour qu'ils voient ce que nos clients faisaient de nos pièces, et que nos fournisseurs, pour voir ce que nos fournisseurs, comment fournisseurs faisaient les pièces. Et inversement, nos clients nous envoyaient leurs ouvriers après, voir comment on faisait leurs pièces, etc. On crée un lien entre les ouvriers qui fait que quand il y avait un problème, moi je sais qu'un jour il y a un patron qui m'a appelé, qui me dit écoute, je suis emmerdé, j'ai une grosse commande là, je peux pas te faire tes pièces là. Je dis attends, je t'envoie un leader et puis une mini-usine, tu vas faire, ils vont faire tes pièces chez toi, parce qu'ils connaissaient bien le truc, j'y avais été, tu vois. Et je crois que la perception du monde, c'est aussi au patron de la donner. Encore une fois, faire sortir les ouvriers. J'ai envoyé 30 ouvriers tous les 2 ans au Japon. 15 jours. Alors, structuré, c'est les sociétés parisiennes qui faisaient ça. T'en as un qui regardait le TPM, t'en as un qui regardait le 5S, l'autre la propreté, etc. Et après, je devais acheter une petite caméra parce que j'avais pas de téléphone portable à l'époque. Ils filmaient et j'ai des conférences à leurs copains, à la poste casse-croûte pour voir ce qu'ils avaient vu au Japon. Comment les Japonais faisaient. Mathieu Titan. L'Occident va perdre parce qu'il s'adresse aux mains des salariés. Nous allons gagner parce qu'on s'adresse à leur cœur et à leur cerveau. Ben voilà. Tout est dit. Nous voici arrivés à la fin de ce 5e épisode avec Jean-François Zobrist. Maintenant que vous savez ce que veut dire l'anaction, je vous propose de passer à l'action en écoutant le 6e épisode où on va reprendre l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise libérée. Je vous dis à tout de suite. Go, go, go! Action! Vous
Vous avez aimé cet épisode ? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.